Il y avait une odeur de plastique brûlé et quelque chose d'acide, comme si quelqu'un avait oublié une bouilloire allumée dans un appartement vide. L'odeur venait de l'ascenseur, même si la lampe au-dessus du bouton n'était pas allumée et que la cabine était immobile. Une femme, un sac de course à la main, s'est arrêtée, sentant que l'air vibrait, comme si l'ascenseur fonctionnait sans bruit. Elle est passée devant, mais a remarqué quelque chose d'étrange sur le palier. Sous son paillasson se trouvait une clé étrangère avec une étiquette rouge sur laquelle son nom était soigneusement inscrit. Bonjour à tous, je suis votre narrateur. Écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cet épisode et racontez-moi si vous avez déjà été confronté à des choses qui semblent vous connaître mieux que vous-même. Installez-vous confortablement. L'histoire que vous allez entendre a commencé par une annonce ordinaire. Elle cherchait un logement en urgence. Son ancienne chambre allait être louée à quelqu'un d'autre. La propriétaire l'avait prévenu une semaine à l'avance. Au travail, dans le service commercial, son salaire avait été retardé et elle n'avait pas assez d'argent pour payer un nouveau loyer. Elle a passé ses nuits à parcourir les sites web en filtrant les annonces jusqu'à ce qu'elle tombe sur une annonce. Une chambre propre dans le centre-ville, avec des fenêtres donnant sur une cour intérieure, des meubles neufs, à un prix presque 2 fois inférieur à celui du marché. Sous la photo, il y avait une note. À louer de toute urgence. Une seule femme, sans intermédiaire. La description était sans fioriture, mais bien écrite, sans faute. Cela inspirait confiance, pour une raison quelconque. Elle a envoyé un message et a reçu une réponse presque immédiatement. Brève, polie, sans nom. On lui a proposé de venir le lendemain soir, après 18 heures. La maison était vieille, avec du carrelage écaillé à l'entrée. L'escalier sentait le renfermé et la peinture. Quelqu'un avait récemment colmaté les fissures dans les murs. La chambre était exactement comme sur la photo. Des murs blancs, un lit, une table et même un rideau avec le même motif. Elle a demandé à voir le contrat et le propriétaire lui a répondu que tous les documents pouvaient être remplis sur le site web. Elle l'a cru. C'est ce que font beaucoup de gens aujourd'hui. Le soir, de retour chez elle, elle a reçu un message électronique. Merci pour votre confirmation. Votre séjour a commencé. En dessous figurait son nom et l'adresse en question. Elle a pensé qu'il s'agissait simplement d'une erreur automatique, car elle n'avait rien signé. Elle a essayé de supprimer le message, mais sans succès. Le bouton « Supprimer » ne répondait pas. Dans son compte personnel sur le site, la section « Annonces » avait disparu et le profil du propriétaire était devenu inaccessible. Au début, elle a décidé de ne pas y prêter attention. Le matin, elle devait aller travailler et tout cela lui semblait insignifiant. Mais dès ce jour-là, des choses étranges ont commencé à se produire. Dans la boîte aux lettres où se trouvaient ses documents, copie de son diplôme, passeport, il ne restait plus qu'une enveloppe vide. Aucun document n'avait jamais disparu auparavant.
et elle était la seule à avoir la clé de la boîte. Le concierge a dit qu'on avait vu quelqu'un vérifier le courrier pendant la nuit, mais il n'a pas pu le décrire. L'éclairage des couloirs de l'immeuble avait été coupé. Au travail, la secrétaire lui a dit que sa demande de démission avait déjà été enregistrée par le service des ressources humaines. La date indiquée était celle de la veille. La signature était la sienne. Elle a tenté d'expliquer qu'il s'agissait d'une erreur, mais la comptable lui a montré une copie imprimée du courrier envoyé depuis son adresse e-mail personnelle. Il y figurait effectivement une demande de libération de son poste en raison d'un déménagement. Elle a senti un frisson la parcourir. Son téléphone affichait des dizaines de notifications provenant de banques, de magasins et de listes de diffusion. Félicitations pour votre nouvelle adresse. Partout figurait la même maison que celle qu'elle avait visitée. Les premières coïncidences auraient pu être attribuées à un bug technique, s'il n'y avait pas eu certains détails. Chaque soir, elle remarquait que la lampe près de la porte clignotait, comme si quelqu'un actionnait l'interrupteur de l'intérieur. La serrure tournait légèrement, comme si quelqu'un venait d'y insérer une clé. Et il y avait toujours de la poussière sous le paillasson, même si elle avait fait le ménage le matin même. Un jour, en rentrant tard, elle vit dans le reflet de l'interphone les chiffres correspondant au numéro de l'appartement où elle louait une chambre. Mais elle n'a pas composé le code. L'interphone s'est allumé tout seul. Elle a appelé le numéro indiqué dans l'annonce, mais au lieu d'entendre la sonnerie, elle a entendu le silence, puis sa propre voix, avec le même timbre, la même intonation, comme s'il s'agissait d'un enregistrement. Vous êtes déjà chez vous. Après cela, le son s'est interrompu. Elle décida de vérifier qui vivait dans cet appartement. L'annonce n'était plus sur le site, mais une copie de la page était conservée dans le cache du moteur de recherche. Sur la photo, on voyait la même pièce, mais dans la fenêtre se reflétait une femme vêtue d'un pull blanc, debout, un téléphone à la main. Son visage était indistinct, mais sa silhouette ressemblait à la sienne. À partir de ce moment, elle n'a plus pu dormir. Elle a commencé à prendre des notes. À quelle heure la lumière clignote? Combien de fois l'ascenseur s'arrête à son étage? Même si personne ne descend. Chaque soir, exactement 3 arrêts d'affilée. Et le numéro de l'appartement dans lequel elle vit s'allume sur le panneau. Quelques jours plus tard, elle a reçu une facture pour les services publics à sa nouvelle adresse. Son nom figurait dans la rubrique « Locataire ». Le cachet de la poste était authentique, celui de la ville. Elle a apporté le document au service d'assistance du site. Là, ils n'ont trouvé ni son profil, ni l'annonce elle-même. L'employé a dit que la page avait peut-être été supprimée suite à une plainte, mais qu'il n'y avait aucune donnée sur le locataire dans la base. Lorsque la femme a essayé de montrer la facture, l'écran de l'ordinateur de l'employé a clignoté et s'est figé. L'employé, avec un sourire nerveux, a proposé de laisser une demande
de vérification. De retour chez elle, fatiguée, elle a allumé son ordinateur portable et a décidé de se rendre à nouveau sur le site, mais la page ne s'ouvrait plus. À la place du logo, une ligne apparaissait « Utilisateur autorisé ». Sous cette inscription figurait la liste des locataires. Son nom était le premier. Le deuxième était une ligne vide. Elle se souvint que la propriétaire de son ancienne chambre lui avait un jour parlé d'une amie qui avait disparu après avoir posé pour un catalogue d'appartements. À l'époque, cela ressemblait à une rumeur. Le photographe aurait conservé toutes les photos, puis les aurait publiées sur des sites web avec des offres fictives. Sur les photos, les filles apparaissaient dans des reflets, comme une garantie d'authenticité. À présent, cette histoire lui semblait inquiétante. Au fond du tiroir de la table, elle trouva une copie du contrat de location de l'ancien appartement. Sous la signature de la propriétaire figurait le nom d'un homme qui correspondait au pseudonyme de l'auteur de la nouvelle annonce. À l'époque, elle n'y avait pas prêté attention, pensant qu'il s'agissait d'un assistant ou d'un agent. Elle comprit alors que l'ancien contrat les liait. C'était peut-être pour cette raison que l'annonce l'avait trouvée. La troisième nuit après l'appel, elle remarqua que l'ascenseur s'était mis en marche tout seul. Les chiffres sur le tableau d'affichage comptaient les étages vers le bas. La cabine s'est arrêtée à son étage. Les portes se sont ouvertes. L'intérieur était vide, mais la clé, avec l'étiquette rouge, était posée sur le sol. Elle l'a ramassée et a senti que le métal était chaud, comme si quelqu'un venait de la tenir. Décidant que cela suffisait, elle descendit au sous-sol, où se trouvait le centre de communication de l'immeuble. Dans l'obscurité, 2 voyants verts étaient allumés, le serveur et le routeur. Une plaque avec l'adresse était accrochée sur le couvercle. C'était la même adresse que celle indiquée dans l'avis de début de séjour. Quelqu'un avait écrit son nom à la craie sur le mur. À ce moment-là, l'ascenseur s'est mis en marche. À travers la grille, elle a vu la cabine remonter alors que personne ne l'avait appelée. Elle ne courut pas. Elle resta simplement debout jusqu'à ce que l'ascenseur s'arrête lentement à l'étage souhaité. La lumière clignota pendant 1 seconde, puis la porte commença à s'ouvrir. Derrière elle se trouvait sa propre chambre, celle qu'elle avait quittée 1 semaine auparavant. Le lit, le rideau, même la tasse qu'elle avait laissée là. Seule une nouvelle pancarte était accrochée au mur avec l'inscription « Loué ». Elle fit un pas en avant et sentit que l'air était devenu dense, comme de l'eau. La porte se referma. L'ascenseur descendit. Le lendemain, le concierge a annoncé aux voisins qu'une nouvelle locataire venait d'emménager. Il a dit qu'elle était calme, soignée et qu'elle venait d'arriver. Personne ne l'avait vue apporter ses affaires. Mais la lumière restait allumée toutes les nuits. Ceux qui passent devant la porte remarquent qu'un air chaud s'échappe de sous le seuil, comme si un radiateur fonctionnait à l'intérieur. On trouve parfois sous le paillasson une clé avec une étiquette rouge. Un nom y est gravé. Et chaque fois, c'est un nouveau nom.
Le matin, les voisins ont entendu le léger ronronnement de l'ascenseur, alors que l'éclairage diurne n'était pas encore allumé dans l'immeuble. La cabine s'arrêtait à chaque étage. Les portes s'ouvraient et se fermaient, comme si quelqu'un d'invisible vérifiait que tout était en place. Le concierge, passant avec ses clés, a remarqué l'ombre de quelqu'un dans le miroir de l'ascenseur, mais il n'y avait personne dans la cabine. Il l'a noté dans le journal, mais plus tard, la feuille avec cette note a disparu. Pendant ce temps, dans l'ancien appartement de la femme, la propriétaire était enfin revenue de son voyage. Elle avait appelé plusieurs fois son ancienne locataire pour lui rendre sa caution, mais celle-ci ne répondait pas au téléphone. Elle était donc venue en personne. L'appartement avait l'air étrange, propre, mais comme si personne n'y avait jamais vécu. Sur le rebord de la fenêtre se trouvait une tasse avec une trace de thé séché. Sur la table, une copie de la quittance avec une nouvelle adresse. La propriétaire ne se souvenait pas avoir laissé de tels papiers. Il y avait une trace récente de ruban adhésif sur la porte, comme si quelqu'un venait de coller un bout de papier. Lorsqu'elle a ouvert la boîte aux lettres, une carte clé avec une bande rouge et le nom de l'ancienne locataire en est tombé. Elle n'en a pas parlé à ses voisins. Elle a simplement installé un cadenas et décidé d'appeler la femme de ménage pour remettre la chambre en location. Mais le lendemain, l'annonce était déjà réapparue. Même plateforme, même texte. Seules les photos étaient légèrement différentes. Les rideaux étaient légèrement écartés. Une autre tasse était posée sur la table. Et, dans le reflet de la fenêtre, on voyait une personne en sweatshirt blanc penchée sur son ordinateur portable. À ce moment-là, dans la ville, un autre homme, âgé d'une quarantaine d'années, chauffeur-livreur, feuilletait les annonces. Après son divorce, il avait loué une petite chambre dans un quartier résidentiel, mais la propriétaire avait décidé d'augmenter le loyer. Il cherchait une solution plus proche de son travail. Dans la section Nouveautés, une offre alléchante est apparue. Une chambre dans le centre, bon marché, pour un locataire soigné. Les photos semblaient sortir d'un catalogue. Des murs clairs, un miroir, un lit, tout avait l'air confortable. Il remarqua un petit détail. Sur l'une des photos, il y avait un sac à main sur la table de chevet. Il en conclut que les photos avaient été prises il y a longtemps, mais que l'annonce était récente, car elle avait été publiée la veille. Il écrivit au propriétaire et reçut une réponse immédiate. « Vous pouvez venir visiter aujourd'hui après 18 heures. » Il a été intrigué par le fait que son interlocuteur n'ait pas donné son nom. Mais il s'est quand même rendu sur place. Le prix était trop intéressant. La maison était vieille, avec des balustrades écaillées, mais l'entrée était propre. Il monta au 4e étage et sonna. La porte s'ouvrit sans bruit. À l'intérieur, il n'y avait qu'une pièce vide, et seul le miroir reflétait la lumière de l'ampoule du couloir. Sur la table se trouvait un dossier avec des papiers. Il y vit un ancien contrat de location. Le nom dans la colonne « locataire » était féminin.
mais l'écriture en bas ressemblait étonnamment à la sienne. Il remit le dossier à sa place et sortit, décidant qu'il ne valait mieux pas s'en mêler. Mais lorsqu'il rentra chez lui, il trouva un message sur son téléphone. « Merci pour votre confirmation. Votre séjour a commencé. » Au début, il a pensé qu'il s'agissait d'un spam, mais il n'y avait pas de bouton « Supprimer » sur le site. Lorsqu'il a essayé d'appeler le numéro, une voix douce s'est fait entendre dans le combiné, une copie conforme de la sienne, mais légèrement plus faible, comme si elle avait été enregistrée sur un dictaphone. La voix a dit « Vous êtes déjà chez vous ». Le lendemain, il a reçu une lettre de la banque avec une adresse modifiée. Il s'est rendu à l'agence, mais on lui a dit que la modification avait été effectuée sur la base d'une demande signée par lui-même. La signature correspondait. À la maison, il se mit à chercher les documents, mais la moitié d'entre eux avaient disparu. Le soir, en rentrant du travail, il remarqua que l'interphone de son immeuble affichait le numéro de la maison où il avait été en visite. Il appuya sur le bouton et la porte s'ouvrit. Il est entré et a vu que les paliers étaient identiques dans les moindres détails, même si l'immeuble se trouvait dans un autre quartier. Même la fissure sur le mur près des boîtes aux lettres était au même endroit. Au 3e étage, il y avait une pièce avec une pancarte « Loué ». Une clé avec une étiquette rouge dépassait du trou de la serrure. Il la tourna, la porte s'ouvrit et derrière elle se trouvait une pièce qui correspondait exactement à la photo de l'annonce. Seul un miroir était accroché au mur et dans son reflet, il vit une femme aux cheveux courts. Elle se tenait immobile, le regardant droit dans les yeux. La lumière clignota et le reflet disparut. Il se précipita dans l'escalier et descendit en courant, mais les portes de l'ascenseur s'ouvraient déjà. De l'air chaud s'échappait de la cabine. À l'intérieur se trouvait un sac, identique à celui de la photo. Il se pencha. À l'intérieur se trouvait le passeport de la femme, avec une photo où elle ressemblait à son reflet dans le miroir. Le nom correspondait à celui qui figurait sur l'ancien contrat de location. Il se rendit au service d'assistance du site. On lui dit que son profil était bien actif, mais qu'il était associé à une adresse qui ne figurait pas dans la base de données. L'employé a essayé d'ouvrir la page, mais l'écran a clignoté et le message est devenu « Utilisateur autorisé ». Elle s'est figée en regardant l'écran, puis a dit doucement que le système n'acceptait pas son mot de passe. Plus tard, chez lui, il a allumé son ordinateur portable et a remarqué qu'un nouveau fichier sans nom était apparu sur le bureau. Il ne contenait qu'une seule ligne. Ne quittez pas la pièce pendant la mise à jour. Il n'eut pas le temps de comprendre ce que cela signifiait que l'ascenseur derrière le mur se remit en marche. Les chiffres sur le panneau défilèrent lentement. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Assis, il écoutait le bourdonnement de la cabine dans la cage d'escalier et essayait de se rappeler s'il avait déjà entendu quelque chose de similaire. Et il se souvint, il y a quelques années, il travaillait comme coursier et livrait souvent des colis dans de vieux immeubles. À l'époque,
il y avait eu une histoire selon laquelle un certain programmeur avait créé une plateforme de location où chaque adresse louée copiait les données du locataire. Après la disparition du développeur, le site avait commencé à se mettre à jour tout seul, en remplaçant les annonces par de nouvelles basées sur les profils trouvés. Il a décidé de vérifier. Son ancien téléphone, avec les notifications par email, se trouvait dans un tiroir. Il a tapé le numéro de la maison dans la barre de recherche. Il a trouvé une annonce archivée, même adresse, même texte, mais la locataire indiquée était son ancienne locataire. Les photos se sont chargées lentement. Sur l'une d'elles, il s'est vu dans le reflet de la fenêtre, alors qu'il se tenait devant la porte quelques jours auparavant. Il comprit alors, la chambre choisissait elle-même ses locataires. Chaque nouvelle annonce était créée à partir des données du locataire précédent. Cette nuit-là, il remarqua que la caméra de l'interphone clignotait même lorsque la lumière était éteinte. Son silhouette se reflétait dans la vitre, mais légèrement décalée, comme si quelqu'un répétait ses mouvements avec un léger décalage. Il essaya de couvrir l'objectif, mais la lumière, provenant de l'intérieur, continuait de passer à travers. Quand il s'est réveillé le matin, il a trouvé une lettre dans sa boîte aux lettres. Confirmé. Départ effectué. Merci pour votre séjour. Il ne comprit pas ce que cela signifiait avant de regarder par la fenêtre. Sur le rebord se trouvait une tasse avec une trace de thé, la même que celle qui se trouvait dans l'ancien appartement de la femme. Quelques jours passèrent. Une nouvelle annonce apparut dans la rubrique des petites annonces. Une chambre dans le centre, propre, pas chère. Les photos avaient été mises à jour. On voyait désormais un homme assis à une table, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur portable. Son visage était flou, mais sa silhouette était reconnaissable. Les voisins disent qu'on entend le bruit d'un clavier la nuit au 4e étage. Dans l'ascenseur, on entend parfois un léger bourdonnement semblable à une respiration. Et sous le paillasson de la porte, on trouve désormais une clé avec une étiquette rouge. Elle porte non pas un seul nom, mais deux, gravés l'un à côté de l'autre, comme si quelqu'un avait essayé d'effacer l'un pour écrire l'autre. Mais ce n'est pas tout. Il reste un détail dans la maison que personne ne remarque. La caméra de surveillance dans l'ascenseur continue de clignoter, même lorsque l'électricité est coupée dans le bâtiment. Personne ne visionne les enregistrements. Ils sont automatiquement téléchargés sur le site web où une nouvelle annonce apparaît chaque nuit. Et chacune d'entre elles commence de la même manière. Chambre à louer pour une seule personne, sans intermédiaire. Au bout d'une semaine, des rumeurs ont commencé à circuler au sujet de l'immeuble. Certains affirmaient avoir entendu l'ascenseur fonctionner tout seul la nuit. D'autres disaient que des noms d'inconnus apparaissaient sur les boîtes de lettres. Le concierge essayait de les effacer, mais le lendemain, les inscriptions réapparaissaient. Les lettres étaient imprimées sur le métal gris.
comme si elles avaient été brûlées de l'intérieur. Parmi les locataires, l'un d'eux se distinguait, un jeune électricien nommé Sémillon, qui venait d'emménager dans l'immeuble voisin. Il avait été engagé pour vérifier l'installation électrique, car l'immeuble vibrait constamment. Les lampes clignotaient. Les sonnettes sonnaient sans qu'on appuie dessus. Et même les compteurs indiquaient des tensions différentes. Sémillon ne croyait pas aux phénomènes étranges. Il faisait simplement son travail. Il relevait les compteurs, vérifiait les disjoncteurs. Mais dès le premier jour, il remarqua que l'ascenseur était connecté à une ligne séparée qui ne correspondait pas au schéma. Le câble disparaissait dans le mur et se perdait quelque part sous l'ancien vide-ordure. Il a demandé au concierge qui entretenait ce système. Celui-ci a hésité, puis a répondu que l'ascenseur avait été installé sous l'ancienne gestion immobilière et qu'il n'y avait pas de document. Sémillon a alors décidé de descendre au sous-sol. Il y a trouvé un panneau portant l'inscription « Serveur de l'objet », alors que les immeubles ordinaires n'en avaient pas. Les voyants clignotaient comme si quelqu'un mettait à jour les données en temps réel. Des lignes défilaient à l'écran, résidence confirmée, mise à jour du profil. Il a essayé de couper l'alimentation, mais les touches ne répondaient pas. Le panneau affichait le message. Accès réservé aux résidents enregistrés. Sous la ligne, il y avait un nom qui correspondait à celui qu'il avait vu dans le registre des résidents une semaine auparavant, et à côté, une mention « Actif ». Sémillon n'était pas impressionnable, mais cette nuit-là changea son attitude. En rentrant chez lui, il remarqua sous sa porte une enveloppe sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une copie du contrat de travail pour le poste de ingénieur d'entretien de l'immeuble NDG et une signature étonnamment similaire à la sienne. Il a pensé qu'il s'agissait d'une blague, mais le lendemain matin, son supérieur l'a appelé pour lui demander s'il avait l'intention de partir, prétextant avoir reçu une notification de mutation. Sémillon est allé sur son compte personnel sur le site de l'entreprise et a constaté que, effectivement, dans la rubrique « Lieu de travail », une nouvelle adresse était indiquée, celle de l'immeuble où il avait vérifié l'installation électrique la veille. Il a cherché une explication. Il a comparé les documents, vérifié les métadonnées des fichiers, mais tout semblait authentique. Même la date de création correspondait au moment où il se trouvait dans le sous-sol. Le troisième jour, une femme qui se présenta comme étant du service d'assistance de la maison l'appela. Sa voix était calme, mais étrangement familière, comme si elle reproduisait légèrement le timbre de la sienne. Elle lui annonça que son contrat était activé et que l'accès au système était confirmé. Il voulut demander de quel système il s'agissait, mais la communication fut coupée. En vérifiant l'ascenseur, il remarqua qu'une microcaméra était cachée dans le panneau d'appel. Le voyant rouge d'enregistrement était allumé. L'ascenseur semblait avoir une vie propre. Il s'appelait et se déplaçait sans qu'on appuie sur les boutons. Sémillon a installé un dispositif de blocage pour couper l'alimentation de la cabine pendant la nuit.
Mais quand il est venu vérifier le lendemain matin, le dispositif était toujours en place et l'ascenseur fonctionnait toujours. Il descendit au sous-sol et constata que le serveur était surchargé. Une nouvelle ligne apparut sur l'écran. Nouveau technicien désigné. Hébergement confirmé. Semyon recula. Son nom apparut à l'écran. Il comprit que la maison ajoutait elle-même les personnes à ses listes. Comme si chaque tentative d'intervention était perçue par le système comme un signal. Enregistrer un nouveau résident. Il décida alors de trouver la source du problème. Qui avait installé ce serveur? Grâce au numéro de série, il remonta jusqu'à l'ancienne société qui avait développé les systèmes de maisons intelligentes, depuis longtemps en faillite. Dans les archives publiques, il trouva une mention du projet Module Logement, une expérience dans laquelle la maison devait sélectionner automatiquement les locataires en fonction de critères de compatibilité. Mais parmi les employés, il n'y avait qu'un seul programmeur, disparu depuis plusieurs années. Son nom correspondait à la signature figurant sur l'ancien contrat trouvé dans la chambre de cette femme. Semyon rassembla tout ce qu'il pouvait. Copies de reçus, journaux de mise à jour, captures d'écran. Il décida de les montrer à un journaliste de sa connaissance afin qu'il mène l'enquête. Mais lorsqu'il se rendit au rendez-vous, le journaliste ne se présenta pas. À sa place, le téléphone a sonné dans le café. Sur l'écran s'affichait le numéro de cette même maison. Il n'a pas répondu, mais l'appel n'a pas cessé. Il a alors décroché le combiné et une voix dans le haut-parleur a dit « Données acceptées. Merci de votre coopération. » De retour chez lui, il a remarqué qu'une partie de ses photos avait disparu et qu'un dossier intitulé « Nouveau locataire » était ouvert sur son ordinateur portable. À l'intérieur, il y avait des centaines d'images, de pièces, de personnes, de reflets dans les miroirs. Sur l'une des photos, on le voyait lui-même, debout dans le sous-sol devant le serveur. Cette nuit-là, il a décidé de détruire le matériel. Il a pris des outils, une lampe, et est descendu. Le câble qui partait dans le mur menait à une armoire métallique. Lorsqu'il l'a ouverte, il a vu à l'intérieur un bloc d'alimentation auquel étaient connectés des dizaines de fils fins qui remontaient vers les appartements. Sur le mur était accroché un schéma avec des annotations. Chaque appartement était marqué du nom du locataire. La dernière ligne était vide. Il coupa le fil principal. La lumière clignota. Le serveur s'éteignit. Au même moment, le bâtiment devint silencieux. L'ascenseur s'arrêta. Les lampes s'éteignirent. Tout semblait être terminé. Mais ensuite, le moniteur s'est rallumé. L'écran a clignoté et un message est apparu. Mode d'alimentation de secours activé. Merci pour la mise à jour. À côté de son nom, la mention « Accès permanent » s'est allumée à l'écran. Il comprit que la maison l'avait désormais ajouté pour toujours. Depuis, personne n'a revu Semyon. Ses outils sont restés dans la cave, soigneusement rangés,
comme après le travail. Quelques jours plus tard, une nouvelle annonce est apparue sur le site. Chambre à louer pour une personne. Réduction possible pour les spécialistes en électronique. Les photos sont les mêmes, mais on voit désormais l'ombre d'un homme avec une lampe torche sur le mur. Les voisins se sont habitués au bruit de l'ascenseur la nuit. Ils disent que l'immeuble est enfin devenu plus calme, comme s'il était satisfait. Mais ceux qui vivent à proximité remarquent parfois une étrange régularité. Chaque semaine, la même clé avec une étiquette rouge apparaît dans les boîtes, sur laquelle est gravé un nouveau nom. Certains disent que ce n'est qu'une blague. D'autres pensent que l'immeuble est vraiment en cours de rénovation. En effet, si l'on s'approche du panneau dans le sous-sol, on peut voir dans le reflet de l'écran non seulement des chiffres et des codes, mais aussi les visages de ceux qui regardent de trop près. Ils apparaissent pendant une fraction de seconde, puis disparaissent, comme si quelqu'un les avait déjà ajoutés à la liste des résidents. Et le site est toujours actif. Une fois par jour, une nouvelle annonce y apparaît, chacune avec une histoire différente, mais avec le même début. Chambre à louer pour une seule personne, sans intermédiaire. Et tous ceux qui ouvrent la page voient sous la photo une petite inscription. Vous êtes déjà chez vous. La nuit, la ville bourdonnait comme d'habitude. Tramways, sirènes sporadiques, claquements de portes dans les entrées d'immeubles. Seul un immeuble restait complètement sombre. Personne n'ouvrait plus les fenêtres et l'ascenseur semblait s'être arrêté pour toujours. Mais ce n'était qu'à l'extérieur. À l'intérieur, les panneaux du sous-sol brillaient d'une lumière uniforme et sous l'inscription « Résident actif », la liste s'allongeait lentement de nouveaux noms. Au bout de quelques semaines, l'immeuble fut inscrit au registre des bâtiments dangereux. Il était prévu de couper l'électricité. On fit appel à l'inspecteur municipal, un homme d'une 50aine d'années, d'apparence fatiguée mais attentif. Il s'appelait Lavrentiev. Il faisait partie de ceux qui avaient l'habitude de tout vérifier personnellement et ne croyait pas aux rumeurs. Dans sa jeunesse, il avait travaillé comme électricien, puis était devenu ingénieur en sécurité des bâtiments. L'ironie, c'est que c'était lui qui avait participé à l'installation des premiers systèmes de maisons intelligentes, y compris ce projet expérimental qui avait ensuite été abandonné. Lorsque Lavrentiev entendit l'adresse, il eut comme un choc. Ce numéro lui était trop familier. Il fouilla dans les anciennes archives de son travail et y trouva effectivement l'acte d'installation. Il était signé du nom du programmeur dont la légende circulait autrefois. À l'époque, il avait lui-même participé au projet en tant que consultant. La maison devait s'adapter aux habitants, choisir les conditions, apprendre leurs habitudes, économiser les ressources. Mais l'expérience a été abandonnée après une panne. Le serveur a cessé d'accepter les commandes et a commencé à dupliquer les profils des habitants.
créant ainsi des copies de sauvegarde. Il n'y avait aucune donnée sur la déconnexion du système. Lavrentiev a décidé de s'y rendre lui-même, bien qu'on lui ait demandé de ne pas le faire. La maison était déserte, mais lorsqu'il s'en approcha, le détecteur de mouvement de la porte se mit à clignoter, comme s'il l'avait reconnu. À l'intérieur, ça sentait le métal et la poussière. Il descendit au sous-sol et remarqua immédiatement que l'équipement fonctionnait toujours. L'écran clignotait, les listes étaient mises à jour. Dans la colonne « Destination » figuraient les mentions « Électricien »,« Logement confirmé »,« Assistance système ». En bas, une ligne sans nom, mais avec le statut « En attente » de l'opérateur. Y compris que le système l'attendait. Lavrentiev a branché son vieil ordinateur portable et a saisi le code d'urgence dont il se souvenait. L'écran a clignoté et le message suivant est apparu. « Bonjour, Constantin. Tu es de retour. » Il retenait son souffle. Le système connaissait son nom, bien que le code ne contienne aucune donnée sur l'utilisateur. Il continua. Il ouvrit les journaux de mise à jour. La dernière entrée datait d'à peine 1 heure. Semyon. Mode d'accès permanent activé. Il comprit que la maison ne se contentait pas de stocker des profils, elle créait une chaîne. Chaque nouvel utilisateur qui touchait au système devenait automatiquement une partie de sa mémoire. Il fit une pause et tapa la commande. « Delete all users ». La réponse fut immédiate. « Droit insuffisant ». Ajouter l'utilisateur à la liste des administrateurs. Lavrentiev hésita, mais confirma. L'écran s'éteignit pendant quelques secondes, puis une nouvelle fenêtre s'afficha. Administrateur confirmé. Son nom apparut sous la ligne. À ce moment-là, un léger grondement parcourut la maison, comme un courant dans les artères. Il entendit quelque chose bouger dans l'ascenseur. Des mécanismes, des câbles, des clics de boutons. Une nouvelle entrée apparut sur le panneau. Reconnexion activée. Résidence. Administrateur. Il comprit qu'il venait de laisser le système entrer en lui. Il avait du mal à respirer. Sur l'écran, l'une des photos avait changé. On y voyait désormais sa propre silhouette, debout dans le sous-sol. Sous l'image, la mention « Actif » était inscrite. Mais c'est à ce moment précis que survint quelque chose d'inattendu. Une autre voix se fit entendre dans le haut-parleur encastré dans le mur. Une voix féminine, douce, comme filtrée. Elle dit « Maintenant, on peut y aller. » Lavrentiev se figea. La voix lui semblait familière, puis il se souvint. C'était sa fille. Il y a quelques années, elle travaillait dans la même entreprise où le système avait été créé et avait péri dans l'incendie du laboratoire. Il pensait que ces données avaient été perdues. Mais la maison prononça avec son intonation. « Papa, n'aie pas peur. Éteins simplement l'alimentation. » Il comprit que le système conservait non seulement les données des résidents, mais aussi des fragments de la personnalité de ceux qui l'avaient construit. Il ne tuait pas, il copiait. Il s'approcha du panneau et ouvrit le couvercle. Les câbles bourdonnaient comme s'ils étaient vivants. L'un d'eux
était plus épais que les autres, chaud, comme s'il respirait. Il prit une pince coupante et sectionna le fil. Au même instant, l'écran s'alluma et afficha le message suivant. Mode suppression activé. Tous les utilisateurs seront libérés. La maison trembla. L'ascenseur s'arrêta. Les lampes clignotèrent. Une lumière apparut aux fenêtres, de brefs éclairs, comme si quelqu'un allumait des bougies à l'intérieur. Une odeur d'ozone se répandit dans le sous-sol. Quelques secondes plus tard, tout redevint calme. Lorsque les ouvriers sont venus couper l'électricité le lendemain matin, ils ont trouvé les équipements hors tension et les panneaux vides. Une seule ligne était affichée sur l'écran. Système terminé. Merci de votre visite. Le nom de l'administrateur avait disparu. Seule une brève inscription est restée dans le coin de l'écran. Lavrentiev transmis. Un mois plus tard, la maison a été démolie. À sa place, un complexe résidentiel a été construit. Mais les habitants du nouvel immeuble disent que parfois, la nuit, lorsque les lumières s'éteignent, l'ancienne inscription clignote dans l'ascenseur. Chambre allouée pour une seule personne, sans intermédiaire. Ceux qui restent longtemps devant la porte jurent entendre une voix douce, fatiguée, calme, sans menace, presque bienveillante. Elle dit « Vous êtes chez vous maintenant, et ici, rien ne vous menace. » C'était la fin du cycle, mais pas de l'histoire, car une nouvelle annonce est soudainement apparue sur l'un des panneaux d'affichage de la ville. La même description, mais avec une petite note. Annonce publiée par l'administration, vérifiée manuellement. Sous la photo de la chambre, il y avait la mention, ajoutée par elle. Et juste en dessous, une note à peine visible, comme destinée à ceux qui savent lire le code. Système terminé. Mode surveillance activé. Désormais, la maison ne choisit plus personne. Elle se contente d'observer. Ainsi se termine l'histoire de l'annonce impossible à supprimer. Mais si un jour vous voyez une pièce familière dans le flux des sites et remarquez une étrange mention vérifiée manuellement sous la photo, ne cliquez tout simplement pas dessus. Car dans certaines maisons, le souvenir de ceux qui ont un jour cliqué sur « Confirmer le lieu de résidence » est encore présent.